Dans cet épisode, c'est Julie du blog Au Tournant qui est venue nous parler du service volontaire européen. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le faire? Qui peut le faire? Eh bien, vous aurez toutes ces réponses durant le podcast. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous dis tout de suite, pour les 18 à 30 ans, c'est vraiment un truc à regarder. Julie l'a fait il y a quelques années en Italie et c'est pour ça qu'il y avait de la musique italienne. Vraiment, écoutez ce podcast, ça va vous donner des bons conseils. N'hésitez pas à faire des recherches dans ce sens-là si vous désirez voyager. C'est vraiment une très très bonne alternative, surtout quand on a très peu de moyens. Alors, je ne vais pas parler plus longuement que ça. Il y a eu quelques petits changements sur le blog, peut-être, juste pour vous le dire. Le design a changé. Si vous avez l'occasion de passer dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, s'il y a des trucs qui fonctionnent pas. J'ai pas encore eu le temps de tout tester. Tout de suite, l'interview sur VoyageCast, le service volontaire européen, c'est tout de suite. Tu l'as retrouvé? Ça risque de t'énerver un petit peu. De m'énerver? David! C'est quoi ça? David! Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, ici on n'est pas chez David, Voyageurs mais du Monde! Qu'est-ce qui se passe? Millie, je t'avais dit. Tu veux voir le sommet de l'Everest? Griffin, c'est ça que je voulais te dire. Ou les fjords en Norvège, hein, c'est toi qui vois. Quoi? Griffin, écoute-moi, ok? C'est de ça que je voulais te parler. J'ai dû En jumper l'amenant avec ici, elle. tu leur permets de te suivre. Ils ont une machine qui fait des trous de verre, des tunnels spatio-temporels. De quoi tu parles? Ils peuvent nous suivre partout où on va. Et toi, tu la ramènes ici. Bonjour et bienvenue sur VoyageCast, je suis accompagné de Julie. Salut Julie. Salut! Alors tu nous viens de Belgique. Tout à fait, de Bruxelles. Superbe. Et tu nous viens aussi du blog du Monde Au Tournant. Un Voilà. blog assez intéressant dont on va parler après puisque vous allez commencer un superbe tour du monde. Oui. Je rêverais d'être à votre place, ça va être génial. Je suis tout à fait d'accord. Tour du monde d'un an à partir de janvier 2014. Exactement, encore un bon bout de temps à passer en Belgique. Quelques préparatifs. Voilà, il y a du taf. Ouais. Alors, on n'est pas spécialement venu pour parler de ça, on va certainement en parler peut-être à votre retour même, ça pourrait être sympa de vous avoir. Ah bah oui, bien sûr. On va parler du service volontaire européen, parce que tu l'as fait en Italie il y a quelque temps, et puis on s'est dit que ça pourrait être un excellent thème de podcast, parce que c'est finalement assez peu connu. Mhm. Voilà, j'ai été un peu sur le site de la Commission européenne pour me renseigner. Tant vous dire que c'est pas très bien expliqué, c'est très long et enfin voilà, peut-être qu'en lisant les 140 pages du dossier, vous saurez comment faire, mais c'est assez compliqué. On a l'intention de vous le simplifier un peu parce que comme tu l'as fait, tu vas pouvoir nous expliquer ton expérience là-dessus. Voilà, un témoignage de première main. Voilà, c'est toujours préférable un long rapport indigeste, avec une belle voix en plus, ce qui n'est pas pour ajouter au truc. Alors, tu l'as fait il y a combien de temps, ce service volontaire européen? Alors moi, je suis partie il y a 2 ans. Je suis partie en février 2011 et je suis revenue en février 2012. D'accord, en Italie, dans le nord. Voilà, dans le nord de l'Italie, à Varèse. Donc c'est à 1 heure de Milan, à l'entrée des Préalpes, exactement au milieu du lac Majeur et du lac de Côme. Donc une très belle région. Ah, le lac de Côme, j'adore. Honnêtement, je trouve ça absolument magnifique et depuis que Anakin Skywalker s'est marié avec Padmé au bord de ce lac-là, je rêve d'y aller. Et figure-toi que j'ai pas réussi à trouver ce fameux endroit. Ni même la maison de James Bond. Ah non? Non. On nous aurait menti? Je pense pas qu'on nous a menti. Je crois juste que j'ai pas réussi à le trouver. J'ai cherché, mais ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai une petite préférence pour le lac Majeur, moi. Ah ouais, bon, Je trouve le lac Majeur plus sauvage. Et le lac de Côme, lui, il a le romantisme anglais, enfin, romantisme au sens large, comme ça, de la littérature anglaise. Il y a quelque chose très années 20, tu imagines bien Hercule Poirot qui se balade dans les rues de Bellagio. Ah ben, je dois avouer quand même, même si c'est rare pour un mec, j'aime bien Jane Austen et donc ça m'étonne pas que je m'aille à cet endroit. Ça explique tout. Voilà. Bon, on n'est pas vraiment là pour parler de ça. Je vous parlais de ma lecture dans un prochain podcast. Là, donc, on va parler du service volontaire européen. Alors, justement, par rapport à toute cette littérature assez complexe quand même, on va partir depuis le début. Voilà, je suis Jonathan, j'ai 27 ans. Il faut avoir entre 18 et 30 ans pour faire ce service volontaire européen. Donc, je suis dans l'âge, je suis, on va dire, libre. Mhm. Qu'est-ce que je dois faire pour débuter, en fait? Parce que j'y connais rien. Voilà, je suis bête, j'y connais rien. Pour débuter, donc il y a 2 choses à savoir sur le service volontaire européen, c'est qu'il faut avoir une association dans le pays d'envoi, donc pour toi c'est la Suisse, pour moi c'était la Belgique, qui en quelque sorte parraine le projet.
Donc, il y a une liste d'associations qui sont prêtes à envoyer des volontaires et il faut trouver un projet, une association dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est les deux bases. Alors, il y a une base de données de près de 4000 projets qui est en effet un petit peu indigeste sur le site de la Commission européenne où vont se retrouver la totalité des projets qui ont été agréés pour 3 ans. Et donc, c'est là que se fait la plus grande partie des recherches. Maintenant, voilà, en tapant, moi j'ai tapé Service volontaire européen Belgique et je suis tombée sur des associations qui par ici pouvaient envoyer des volontaires et qui, dans ce cas-là, vont aider aux démarches, expliquer aussi comment fonctionne cette fameuse base de données, parce qu'il y a quelques petits trucs à savoir et ça peut être bien utile. Donc oui, la première chose à faire, c'est de trouver une association d'envoi dans son pays. Ok, ça c'est intéressant. Alors assez facile, ça c'est par contre assez facile à trouver. Et comment tu vas trouver ces gens en fait? Tu vas dans leur bureau, tu leur dis j'aimerais bien partir aider quelque part, ou bien tu dois leur envoyer déjà un CV, quelque chose de correctement fait, un bon dossier bien construit? Ça va dépendre de l'association. Elles vont toutes demander des choses un petit peu différentes. Certaines vont être un peu plus pointueuses que d'autres. Moi, je me suis rendue à une séance d'info de mon association qui s'appelle AFS Programme Interculturel, qui est une assoce d'échange de jeunes internationale. Et donc, j'ai pris mes renseignements lors de cette séance d'info et j'ai posé ma candidature pour partir en SVE sous leur chapeautage, je vais dire. En général, il y a une rencontre qui se fait, il y a un entretien qui se fait pour définir aussi un peu la motivation du volontaire, quel genre de projet il aimerait pour pouvoir aider justement, donner ses conseils de recherche, etc. Donc, je les ai rencontrés 2 ou 3 fois, il me semble, avant de partir, au moment où je faisais mes recherches et mes sélections. D'accord, parce qu'on l'a pas dit, mais comme c'est européen, on parle beaucoup de langues différentes, hein, c'est un peu ce qui est différent en Europe comparé aux États-Unis. Oui. Est-ce que tu dois connaître, par exemple, si je vais, j'ai trouvé un projet intéressant vraiment au Danemark, hein, parce que j'ai regardé cette base de données. Est-ce que je dois savoir le danois? Parce que du coup, ça complique un peu la chose quand même. Non, alors il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances préalables, que ce soit des connaissances linguistiques ou des compétences techniques, je sais pas moi, savoir maîtriser un ordinateur, avoir fait telles études, etc. Ça c'est pas nécessaire, c'est ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans. Après, ça va dépendre du projet aussi. Il y a peut-être des associations qui vont être un peu plus sélectives ou bien qui travaillent dans des domaines particuliers. Et donc ils demandent des compétences un peu plus précises. Par exemple, moi là où j'étais, je partageais une maison avec 3 autres volontaires européennes qui travaillaient dans différentes associations. Et l'une d'elles bossait dans un centre de jour pour personnes âgées, mais un centre de jour qui était déjà assez lourd. Enfin, ils n'avaient pas forcément les moyens adaptés aux pathologies qui pouvaient se présenter dans l'endroit. Et donc là, c'est vrai qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience sociale, ce qui était le cas de mon ami. Mais normalement, il faut pas avoir on peut poser sa candidature, il faut pas avoir de connaissances particulières. Dans l'association où moi j'étais, qui s'appelle l'AVIS, donc l'association des volontaires italiens du don de sang, j'étais la 3e volontaire à arriver là et la toute première qui est passée 2 ans avant moi. Elle s'appelait Julia, c'était une Allemande de 18 ans qui ne connaissait absolument pas l'italien quand elle est arrivée. Elle avait jamais pris le moindre cours. L'association, personne ne parlait anglais. Donc au départ, ça a été un petit peu difficile et beaucoup de langage corporel, mais ça a fonctionné et le projet s'est très très bien passé. Donc au niveau papier, voilà, il n'y a pas forcément d'avoir des choses extraordinaires, d'avoir fait des longues études. Non. Par contre, je pense une grande motivation, parce que du coup, arriver dans un pays où on connaît rien et on est quand même là pour travailler, on va en parler après, c'est pas pour des vacances ou pour rigoler. Il y a quand même du vrai travail qui est fait. C'est pour ça que je trouve le service volontaire européen vraiment sympathique. Donc il faut quand même être disposé à avoir des moments qui sont pas évidents, qu'on comprend rien autour de soi, quoi. C'est vraiment en effet le plus important, c'est la motivation et la motivation pour porter un projet de volontariat. C'est du volontariat quasiment plein, c'est environ une 30aine d'heures de travail par semaine.
Donc il faut en avoir envie pour faire les démarches aussi. Ça prend quand même assez longtemps. Ça, entre 6 mois et 1 an plus ou moins entre le moment de commencer les démarches et le moment où on peut vraiment partir. Et donc oui, le plus important c'est la motivation. Après il y a quand même une partie forcément on s'amuse, ça dépend comment on le vit aussi, mais il y a quand même du voyage, il y a beaucoup de rencontres, c'est très amusant aussi. Moi ça a été une expérience fantastique vraiment. Ok, donc là alors voilà, j'ai trouvé mon centre dans mon pays qui peut s'occuper de moi, j'ai posé mon CV, a priori on va dire qu'il est bon parce que je suis libre, etc. Je suis relativement sérieux et je suis surtout très motivé. Quelle est la prochaine démarche justement? Parce que tu dis de trouver un projet, mais comment est-ce que je fais? Est-ce que je sélectionne le pays? Par exemple, je dis tiens, je vais aller en Norvège et je vais chercher un projet là-bas, ou est-ce que je vais me dire je vais aller faire un truc avec des enfants, donc plutôt chercher dans les choses pour les enfants? Comment est-ce que je choisis mon projet? Alors, ça dépend de la personne. Normalement, on a tendance à dire qu'il faut choisir le projet avant de choisir le pays, puisque la partie importante, c'est de faire du volontariat. Donc, il faut se retrouver dans un projet qui va nous plaire avant de se retrouver dans un pays où on est. Moi, j'ai tendance à trouver que l'expérience est aussi souvent pas plus importante que la destination, mais quel que soit l'endroit où on va, finalement, on trouve son compte en général et c'est une très belle expérience. Maintenant, c'est sûr que moi, quand je fais mes recherches, je cherchais plutôt les projets qui m'intéressaient, mais c'est sûr qu'il y avait des pays qui me tentaient plus que d'autres, donc c'était un peu une sorte de recherche croisée entre projet et pays et pouvoir mettre les deux en rapport. Ouais, parce que justement, comme tu disais, alors on peut sélectionner dans le moteur qui est fait par la Commission européenne, justement par pays, par durée aussi, on n'en a pas parlé, mais la durée c'est entre 2 mois et 12 mois, donc ça peut aussi... Principalement entre 6 et 12. Voilà, donc ça aussi, dans le processus de décision, ça peut être très important. Oui. Si le logement, l'environnement, etc., est-ce qu'on veut se retrouver en ville ou bien est-ce qu'on veut se retrouver dans un petit village paumé, ça peut avoir une certaine importance. Est-ce qu'on va loger dans une résidence étudiante ou dans une famille d'accueil? Ça peut aussi avoir une certaine importance dans la décision, dans le choix des projets. Justement, ce moteur, j'ai trouvé quand même pas mal bien fait. Bon, l'ergonomie est un peu discutable, mais c'est assez bien fait. Le seul défaut qu'il y a, c'est que vous savez pas forcément si le projet est encore en cours, s'il cherche encore des personnes ou pas. Non. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça va être un peu compliqué parce que il y a des projets qui, à la rigueur, m'auraient intéressé, mais je sais qu'ils cherchaient 2 personnes en 2012. Maintenant, est-ce qu'en 2013, ils en cherchent toujours? Est-ce qu'ils en cherchent pas? Est-ce qu'ils font encore partie du programme ou pas? Et donc, il doit y avoir aussi un grand travail de recherche au niveau d'où on veut aller, rien qu'à cause de ça, finalement, non? Oui. C'est quoi la meilleure façon de faire, la meilleure façon de procéder pour pas perdre trop de temps? Parce qu'on s'imagine Alors, c'est énorme. C'est clair que c'est assez difficile. En fait, les associations reçoivent leur agrément pour une période de 3 ans. Et donc, il n'y a rien qui dit que lorsque nous, on envoie notre candidature, l'assoce cherche des volontaires, est encore intéressée par ce programme, ou bien peut-être a déjà des volontaires, donc n'est plus en besoin, etc. Alors, au départ, j'ai perdu beaucoup de temps à envoyer des lettres de motivation vraiment personnalisées sur les associations, etc., pour un résultat qui était médiocre, on va dire. Enfin, j'ai pas réussi à trouver de projet. Puis finalement, j'ai changé de tactique et j'envoyais un petit message, un petit mail de quelques lignes expliquant qui j'étais, ce que je voulais faire et en demandant si les projets avaient de la disponibilité, cherchaient un volontaire pour la période qui m'intéressait, en envoyant aussi mon CV en lien, comme ça ils avaient quand même une petite approche de qui j'étais. Et en fonction de ça, des associations qui me répondaient. Alors là, je ciblais vraiment en envoyant une vraie lettre de motivation personnalisée pour le projet, etc. Et c'est comme ça que j'ai finalement trouvé. Est-ce que l'association dans ton pays d'origine, elle peut t'aider justement à sélectionner déjà les trucs qui sont plus intéressants ou qui sont tout simplement encore d'actualité? J'ose imagine qu'il y a quand même une base de données qui est mise à jour. Alors, elle peut aider de différentes manières. D'une part, parce que déjà, il y a parfois des associations qui sont en lien les unes avec les autres, donc qui s'échangent un peu des volontaires. Et deuxièmement, parce qu'elles font souvent partie des
d'espèces de sous-réseaux avec des bases de données internes qui permettent de trouver des projets qui sont demandeurs, dans lesquels il y a des vacances de volontaires, etc. Et donc, forcément, ça aide à trouver. Aussi, parfois, à trouver des projets de dernière minute. Parce que il y a une demande d'agrément qui doit d'abord une demande d'agrément qui se fait par l'association, mais une fois que le volontaire a trouvé son association, il y a un dépôt de dossier. Entre la date de dépôt de dossier et la date de début de projet, il y a au minimum une période de 3 mois. Et parfois, pendant cette période-là, le volontaire n'est finalement plus disponible, a trouvé un emploi ou a un empêchement personnel qui fait qu'il ne peut plus participer au service volontaire européen. Et donc des associations qui se retrouvent avec des projets qui ont été acceptés, qui sont financés, mais pour lesquels il n'y a plus de volontaires. Donc dans ces cas-là, ils font des appels de dernière minute pour trouver un volontaire qui va remplacer celui qui finalement ne vient pas. D'accord, donc l'association, elle a quand même un rôle prépondérant là-dedans. On n'en a pas parlé des finances au niveau personnel quand on va aider. Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit tout payer? Est-ce qu'on reçoit de l'argent? Comment ça se passe? C'est pris en charge par la Commission européenne. Donc le voyage est payé, le logement également, le transport sur place dans le cadre du projet. Donc moi, par exemple, je vivais dans une petite ville à côté de la ville où je travaillais, donc je devais prendre le train. Ça, c'était pris en charge par mon association. Alors, il y a aussi une partie qui est allouée pour nourriture, enfin les frais quotidiens. Ça, en fonction des associations, ça dépend. En fonction des pays aussi. Moi, où j'étais, je pouvais dépenser jusqu'à 50 € par semaine et j'étais remboursée chaque semaine. Il y en a d'autres qui doivent aller dans un magasin particulier avec lequel l'association a un accord et voilà, doivent tout acheter là. Il y en a qui mangent sur place aussi, par exemple, lorsqu'on travaille dans un centre de jour pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Il y a des repas qui sont prévus. Et donc, on mange sur place et on reçoit une petite allocation moindre. Il y a également l'assurance qui est comprise et en fonction du pays, de l'argent de poche par mois. Une allocation, oui, d'argent de poche par mois. C'est suffisant. Maintenant, c'est sûr que si on a un peu d'économie sur le côté, on en profite mieux. Ouais, c'est ça. Donc, globalement, on va dire que si tu passes 12 mois là-dedans, ça va pas te coûter énormément cher, mis à part les frais dans ton pays, bien sûr, si t'as un logement, si t'as des assurances dans le pays. En Suisse, par exemple, c'est le cas. C'est ça qui est dommage en Suisse, c'est que même si on n'est pas là, si on veut payer nos assurances maladie, ça coûte un argent énorme. Mais donc, c'est quand même pas mal. On doit pas tout payer. C'est déjà bien, ça. Donc, la grosse partie, et on peut le faire sans dépenser plus. La grosse partie est prise en charge par la Commission européenne. Ben, tant mieux. Pour une fois qu'elle fait un truc utile, hein, on va pas s'en plaindre. Non, je suis suisse, il faut pas que je critique trop l'Europe, quand même. Il y a un projet personnel qui est prévu aussi dans le cadre du programme. Donc, normalement, chaque volontaire doit passe environ 20% de son temps de travail à la création d'un projet personnel. Donc il y a plein de possibilités, hein, c'est à discuter avec l'association. Moi dans ce cadre-là, il y a eu du budget aussi, ils ont financé, j'ai créé une exposition photographique itinérante sur les jeunes donneurs de sang pour remercier d'une part les jeunes donneurs de sang, donc le groupe 18-30 ans qui est le moins représenté parmi les donneurs, et puis pour promouvoir aussi auprès des jeunes justement le don de sang. Donc ça a été un budget pas mirobolant, mais quand même l'impression d'une quinzaine de photos en tel format, etc. Ça a été un budget qui était relativement important, qui a été pris en charge par l'association. Je trouve ça assez intéressant et il y a vraiment un but de promotion des projets sur place en fait. Ouais. Tu vas pas seulement travailler, voilà. Là par exemple, le truc que j'avais vu qui m'intéressait pas mal au Danemark, c'était pour aller s'occuper des poissons dans un grand centre animalier que je trouvais sympa et j'ai déjà travaillé avec les poissons donc ça m'intéressait assez. Et une partie du temps justement, c'était pour la promotion du projet en lui-même, pour aller trouver des financements ou des choses comme ça. Il y a quand même l'idée de beaucoup d'entrepreneuriat derrière. Hein. Oui.
oui, quand même. Mais déjà, rien que le fait de trouver son projet, c'est quasiment de l'entrepreneuriat. Et il y a une grande place qui est laissée aussi à la réflexion du volontaire et à la valorisation de son expérience. Donc c'est pas juste se ramener, faire son volontariat et puis s'en aller. Il y a des formations qui sont mises en place. Il y a un encadrement du volontaire pour que il puisse réfléchir à son engagement et en ressortir ce qui lui a été utile, ce qu'il a appris, quels étaient ses objectifs, etc. Et ça, c'est une démarche qui est vraiment intéressante. Le fait d'être dans l'apprentissage et pas uniquement dans le résultat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu apprends aussi la langue du pays? Oui, t'as des cours de langue qui sont prévus de toute façon. Bon, moi, j'avoue que les cours de langue m'ont pas été particulièrement utiles parce que la façon dont c'était organisé, voilà, c'était pas idéal. Mais de toute façon, quand on est en immersion dans un pays, je pense qu'on apprend d'office la langue. Après, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'étais bien entourée et que j'ai tout le temps été en contact avec l'italien. Même à la maison où on était donc 4 volontaires européennes de nationalités différentes, 4 langues différentes. Mais la seule langue qu'on avait tous en commun, c'était l'italien. Donc, on parlait tout le temps en italien. Alors évidemment, en faisant plein de fautes, mais ça n'empêche qu'on avait ce réflexe de parler italien, de penser en italien, de rêver en italien. Et puis ça nous a complètement décomplexés face à la langue et on était vraiment immergés dans la culture italienne. Au début, ça a été un peu difficile de rencontrer des Italiens parce que dans le nord, bon déjà on était quand même un peu isolés. La maison où on vivait, elle était dans les faubourgs d'un petit village à côté de la ville où on travaillait, donc c'était pas toujours idéal au départ pour la vie sociale. Et dans le nord de l'Italie, les gens sont quand même un peu assez fermés. Donc au départ, ça a pas forcément été facile. Et puis au milieu de l'expérience environ, on s'est dit non, là c'est plus possible, il faut quand même qu'on rencontre vraiment des Italiens. Et on a commencé à organiser des événements couchsurfing. Ça a tout changé parce que là, on a vraiment rencontré les personnes du terroir, je veux dire, des vrais Italiens qui sont devenus de vrais amis. Je suis retournée la semaine passée, le week-end passé, passer quelques jours là-bas. C'était la première fois depuis 1 an et puis j'ai pu me rendre compte que c'était des vrais amis parce que c'est comme si rien n'avait changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi vachement développé mon italien parce que au bout de quelque temps, se sont mis à oublier qu'on n'était pas des Italiennes et donc se sont mis à parler vraiment sans faire attention, à parler vraiment l'italien qu'ils parlent tous les jours, à nous apprendre énormément d'expressions, et, à nous faire découvrir la musique qu'ils aimaient, les films qu'ils regardaient, etc. Et donc là, c'est le moment où j'ai vraiment découvert l'italien et toute sa beauté. J'adore parler italien. Oui, on peut d'ailleurs t'entendre parler italien sur une vidéo, c'est assez marrant. Non, c'est chouette, c'est bien ça. Et j'ai vu que dans certains projets, tu allais dormir chez l'habitant, on va dire, donc Oui. même sur une longue durée. Et ça aussi, je pense que ça doit être génial, quoi. Être chez l'habitant pendant quelques mois, tu parles la langue pas parfaitement, mais tu la parles bien après quelques mois, c'est génial. Je pense qu'il faut environ qu'on connaisse la langue ou pas. Bon, moi, j'avais quelques bases déjà en arrivant, mais qu'on connaisse la langue ou pas, il faut 3 mois pour dire de se sentir plus à l'aise et de vraiment commencer à pouvoir s'exprimer. Après, il y a toujours des stades, hein. T'as un stade, t'es content, et puis tout à coup, tu trouves que tu sais pas exprimer suffisamment précisément ce que tu veux dire, et donc ça t'énerve, t'es frustré, puis un peu à la fois, tu passes au stade au-dessus et t'as une période de confort, et puis à nouveau, c'est ah non, je peux quand même aller plus loin. Ouais, l'apprentissage des langues, c'est compliqué, hein. Je pense il y a beaucoup d'affinage aussi, quoi. C'est une expérience qui m'a aussi décomplexée vis-à-vis de la langue, où je me suis rendu compte que une langue c'était vraiment un moyen de communication parmi d'autres aussi et qu'il fallait pas le parler parfaitement, qu'il fallait pas être hyper pointilleux sur la grammaire, etc. Que l'important c'était de se faire comprendre, de comprendre l'autre et de réussir à communiquer. Et oui, ça m'a pas mal décomplexée vis-à-vis de la langue. Eh ben, tant mieux, c'est génial. Alors donc, déjà,
point positif, on peut apprendre une nouvelle langue à condition qu'on aille dans un autre pays que le sien, bien sûr. D'ailleurs, on peut pas aller faire un projet qui est dans son propre pays. Dans son propre pays, non. Par contre, tu pourrais aller en France. Ouais. Honnêtement, si je devais choisir, j'irais pas en France. Tu peux apprendre une autre langue en Belgique. Oui, bien sûr, une langue très utile qui va me servir dans mes prochains tours du monde, c'est certain. Non, on va pas faire de troll quand même. Hein. Alors, intéressant ça. Au niveau des capacités justement, alors est-ce que toi ça t'a aidé? Parce que justement, ce côté entrepreneuriat, on l'a parfois quand on est jeune, et puis en même temps c'est trop compliqué, les tâches sont complexes. Est-ce que ça t'a aidé ensuite dans ta vraie vie, on va dire, après ce service volontaire, à faire des projets dans le monde du travail, ça t'a aidé? Clairement, oui. Déjà, mon job, je pense sincèrement que je l'ai trouvé grâce au service volontaire européen. Ça a été très très rapide quand je suis rentrée. J'ai eu un entretien une semaine après, et 2 jours après, j'avais le job, et j'ai passé les 3/4 de mon entretien à parler du service volontaire européen, et c'est quelque chose qui a vraiment plu parce que j'étais hyper passionnée par ce que je racontais, et parce que j'ai pu développer toutes les activités que j'avais faites là-bas. Donc ça a été très utile. Après, d'un autre point de vue, comme tu le disais en début d'émission, j'ai des projets aussi. On a décidé de partir pour 1 an faire un tour du monde à partir de janvier 2014. Et clairement, je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu cette expérience-là qui avait déclenché quelque chose. J'ai toujours adoré voyager, mais là, la vie à l'étranger, c'est aussi quelque chose de différent où on se retrouve un petit peu seul à devoir vraiment sortir de sa zone de confort et sortir de ses habitudes, et où on est obligé d'aller à la rencontre de l'autre, où on est obligé de se confronter à des autres façons de penser, à des autres modes de vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de retrouver, et envie de repartir à l'étranger, découvrir d'autres horizons. Et voilà, donc ce projet de tour du monde, il découle aussi directement du fait d'avoir fait un service volontaire européen. Ouais, parce que là, on en a pas parlé, mais tu es quand même un minimum cadré pendant que tu fais ton service volontaire européen, oui, par les personnes dans l'association où tu vas travailler. Et puis, je suppose aussi qu'il y a quelqu'un qui vérifie un peu, je sais pas, que tu sois là, que tu ailles bien, que t'aies pas de soucis, quoi. Tu as quand même quelqu'un à qui référer. Il y a différentes choses qui sont mises en place. Déjà, des formations, comme j'en parlais. Donc, tu as normalement une formation avant de partir, une formation à la communication interculturelle, pour avoir plus de réflexion sur ton projet, sur ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs, quelles sont tes attentes, quelles sont tes peurs, etc. Et pendant le projet, il y a également une formation à l'arrivée, qui se fait avec tous les volontaires qui se trouvent dans le pays, et une formation à mi-parcours environ. Et au retour également, il y a une journée ou un week-end pour faire le point sur cette expérience. Donc, ce sont vraiment des moments qui sont très très intéressants. Après, sur place, il y a également, donc chaque volontaire a un mentor, donc une personne qu'il rencontre régulièrement, à date fixe ou pas, et qui est un point de contact si jamais il y a s'il a des problèmes, ou au contraire s'il en a pas mais qu'il veut en discuter. Je trouve pas mal ça, parce que ça a un côté justement, c'est quand même un peu l'aventure. Il y a quand même, comme on a dit, beaucoup de choses à faire au niveau un peu de l'entrepreneuriat, d'inventer des choses, de découvrir des concepts, et en même temps t'as quand même une petite assurance derrière toi. Et je pense que ça peut aider, par exemple, à ceux qui veulent faire un tour du monde, ou ceux qui veulent faire des choses mais qui ont peur de se lancer tout seul. Là, tu te lances tout seul, mais t'as quand même une petite assurance derrière. Ou bien je me trompe? Non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est clair qu'au départ, je me serais pas lancée comme ça complètement toute seule à partir vivre à l'étranger. Donc c'est vraiment pas mal quand même, ouais, justement, t'as pas besoin de chercher, Non, c'est vraiment bien, ça sonne bien, ça. Voilà, on a parlé un peu de ton expérience que tu as fait en Italie. Mm-hmm. On a parlé un peu de beaucoup de choses positives. Ça fait un peu trop pub, donc on va dire. Est-ce que je ne suis pas payé par la Commission européenne, hein, mais je reçois de l'argent volontiers s'il y en a un qui m'entend. Est-ce qu'il y a des moments quand même où ça n'a pas été facile, ou est-ce qu'il y a des choses à laquelle t'avais pas pensé et peut-être que nos auditeurs aimeraient savoir avant de partir, justement?
Alors, ça dépend de la façon dont on part aussi et avec quelle vision on part, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des moments moins faciles et pour moi, ils font vraiment partie de l'expérience aussi, qui reste globalement positif et positive. Et le fait qu'il y ait des moments moins faciles fait partie de cette expérience et fait partie de l'apprentissage. Ce qui m'a assez choqué au départ quand je suis arrivée en Italie et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu eu du mal. C'est donc l'endroit où j'étais, qui s'appelle donc Varese, c'est le foyer fondateur d'un parti italien qui s'appelle la Lega Nord, qui est considéré là-bas, qui se présente comme un parti de centre-droite, mais qui, selon d'autres critères, est clairement un parti d'extrême droite. Et c'est quelque chose qui se ressent assez fort. Il y a encore, enfin, un jour, je me suis retrouvée en montagne chez des gens absolument charmants, vraiment très très sympathiques, très ouverts, qui nous ont accueillis. On voit bien le couple, le vieux couple de montagne italien qui accueille les gens, qui nous ont sorti la grappe faite maison. Enfin, on a passé quasiment toute l'après-midi là. Et puis au moment de partir, l'ami avec qui j'étais me dit et tu sais comment s'appelle leur chien? Benito. Ah, Benito. Oui, oui, en l'honneur de Benito Mussolini. Là, ça fait quand même un peu un choc, et c'est pas la seule histoire du style qui a eu. Ça laisse penseur et aussi, mais que faire dans ces cas-là? Parce qu'on se retrouve face à des gens qui sont vraiment gentils, généreux, qui ont le cœur sur la main, qui t'ont accueilli avec tout ce qu'ils avaient. Et puis, d'un autre côté, qui ont donné à leur chien le nom de fasciste, qui est pas du tout de la même philosophie que la tienne. Et donc, que faire dans ces cas-là? Et c'est quelque chose qui se ressent fort dans l'Italie du Nord et avec laquelle j'ai eu quand même des difficultés. Je me suis retrouvée assez mal à l'aise. Comment réagir? Est-ce que tu peux pas engueuler les gens, d'autant que tu connais pas spécialement non plus leur culture, etc. Mais en même temps, toi, tu es vraiment mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc, que faire dans ces cas-là? Ouais, ça t'amène surtout, alors on en a parlé un peu hors antenne, mais je trouve ça assez intéressant et justement de voir la politique d'un pays, d'une région, c'est très intéressant. Et sur le site de la Commission européenne, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites justement au niveau interculturel, de comprendre l'autre, de partage, et je pense que ça fait partie du truc aussi justement, des confrontations comme ça. Que la Commission européenne appelle l'éducation non formelle. Donc c'est l'éducation en dehors des schémas classiques, école, université, etc. Et c'est tout un parcours avec en effet des formations, des réflexions sur la communication interculturelle, sur comment gérer les conflits, mais aussi sur l'engagement citoyen. C'est quelque chose qui est quand même très présent et j'ai participé pas mal là-bas aussi en tant que représentante soit de mon association, soit du programme Service volontaire européen à des événements, à des foires pour promouvoir le programme, la citoyenneté, la solidarité, etc. Alors justement, c'est intéressant que tu viennes sur le mot citoyen parce que justement, en lisant encore sur le site de la Commission européenne, on voit que la citoyenneté européenne est beaucoup mise en avant parmi les jeunes, une sorte d'éducation à l'Europe. Ça a quand même une connotation assez politique, puisque l'Europe reste une fabrication politique. Est-ce que la politique, justement, ça a un rapport avec tout ça? Est-ce que tu as intégré là-dedans? Est-ce que tu as un questionnement là-dessus? Ou bien c'est juste un vernis par-dessus? Ça dépend de l'expérience de chacun aussi. Pour nous, et par nous, j'entends moi et les 3 autres volontaires avec lesquels j'étais dans la maison, ça l'a été parce qu'on a tous été assez choqués justement par cet aspect-là de l'Italie, mais aussi parce qu'on était dans cet endroit-là et donc on s'est retrouvés confrontés à ça. Mais c'est vrai qu'on a toutes pris conscience de l'importance de la politique dans nos vies quotidiennes. Après, est-ce qu'on en fait quelque chose au retour ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais c'est une prise de conscience. Ouais, bon, même si tu fais pas quelque chose maintenant, ça va peut-être te rendre plus alerte sur certains problèmes qui peuvent se situer en Belgique. C'est vrai, on discutait aussi en antenne
l'extrême droite, que ce soit en Suisse ou en Belgique, on en entend parler, mais on en rigole un peu. Et des fois, quand on arrive dans des régions où c'est un peu plus fort, on se rend compte que peut-être il faut pas en rire tant que ça, parce que ça peut être potentiellement dangereux. Mais là, c'était surtout le fait de se rendre compte qu'il y avait quand même cette extrême droite qui était très présente, mais qu'il n'y avait pas de réaction vis-à-vis de ça, que ça ne choquait pas, que les gens trouvaient ça normal. Le fait de trouver des calendriers justement de Mussolini sur un marché, le calendrier 2013, c'est tout à fait normal. Et c'est sur ça aussi qui m'a choqué, c'est le fait que personne n'élève la voix pour dire que ça pouvait pas se passer ainsi. Oui, enfin remarque, en Italie, vu leur situation politique, ouais, voilà quoi. On va pas en parler, mais c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y a personne qui lève la voix, parce que entre le Vatican, Berlusconi et tout ce monde-là qui essaye de faire la politique entre eux, entre la mafia certainement, qui a une grande importance là-dedans, ouais. C'est aussi différent, mais je pense que voilà, quand c'est des choses dont on entend parler à la radio ou qu'on lit dans un journal, c'est différent que de le vivre sur place, ouais. Où on se rend compte qu'il y a peut-être des problèmes qui sont un peu plus grands que... C'est très très différent en effet. Ok, bon, fini le volet politique, mais c'est intéressant quand même d'en parler. Donc voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce service volontaire européen, quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Faites-le! Eh ben bravo, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est de la pub pour le service volontaire européen. Mais c'est de la pub dans le sens où c'est vraiment une très très belle expérience qui vaut la peine, donc si quelqu'un se pose la question, moi oui, clairement, je dis n'hésitez pas, parce que moi ça a été très très important dans mon parcours et alors quand je suis partie, il y a quelqu'un d'une association, un ami, qui m'a dit maintenant tu vas reprendre ta vie normale, tu vas reprendre la parenthèse est finie. Et là je fais non, c'est pas ça. C'était pas reprendre le cours de ma vie normale comme si cette année de service volontaire européen avait été une parenthèse qu'on clôt et n'avait pas été la vie normale. Elle en faisait partie aussi. C'est clair que c'était différent de ma réalité habituelle, mais c'était pas juste une parenthèse qu'on met au tiroir, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de garder ça ensuite pour la suite, quoi. Non, mais ça a l'air pas mal, et comme je le disais, on en parlait justement dans les numéros sur le tourisme durable, il y a 2 podcasts, il y a beaucoup d'associations dans le monde qui offrent de pouvoir aller travailler pour elles, et une grande partie, il faut payer genre 300-400 € la semaine pour aller travailler chez eux, et c'est une façon un peu de récolter des sous. Alors on comprend, on critique pas nécessairement, mais c'est vrai que ça rend très difficile d'aller là-bas, parce que non seulement tu payes pour voyager, mais ensuite tu payes pour travailler. Enfin, c'est compliqué, on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a peu de gens qui ont les moyens et l'envie pour le faire, alors que ça me semble déjà beaucoup plus faisable, on va dire. Oui, c'est clair que c'est toujours un petit peu compliqué et que ça dépend des possibilités qui sont offertes, mais il y a des associations ou parfois des sociétés qui proposent des volontariats à 1200 € le mois. Là, c'était pas abordable, quoi. Et justement, ça, c'est vraiment très intéressant. Ok, alors, c'est pas mal, on a vu un peu le truc, comment ça fonctionne. Alors, comme on l'a dit, peut-être le dernier conseil, c'est vraiment de rentrer avec une agence locale chez vous, une association locale chez vous qui va pouvoir vous aider. Oui. Et puis, vraiment d'avoir la passion du truc et l'envie. C'est quelque chose qui est long. Tu as dit, il faut à peu près entre 6 mois et 1 année, entre le moment où tu commences et le moment où tu fais effectivement ton voyage. Autant pour un voyage de 12 mois en même temps, enfin, pour un volontariat de 12 mois, c'est raisonnable finalement, hein. Je trouve que c'est pas... Là, disons qu'il faut se préparer à l'avance, mais je pense que ça en vaut la peine de prendre ce temps de préparation, justement. Rencontrer d'autres volontaires, parler avec eux de leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé, etc. Moi, finalement, c'est comme ça que c'est venu. J'avais envie, de toute façon, de partir faire un projet à l'étranger, mais je savais pas exactement quoi. Quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on est plutôt tenté par aller construire des maisons en Afrique et qu'on pense pas forcément service volontaire européen, c'est pas très sexy. En fait, si, ça l'est. Et c'était en discutant, je me suis retrouvée dans un festival en Auvergne avec un groupe de 50 jeunes et puis parmi eux, il y avait 4 personnes qui avaient fait des gens qui venaient de toute l'Europe. Il y avait 4 personnes qui avaient fait le service volontaire européen.
Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis, hop, tiens, bon, pourquoi pas. Et je me suis renseignée. Et puis, c'est en parlant que j'ai vraiment compris ce que c'était. Et au final, que je me suis lancée moi aussi. Ok, c'est super, c'est génial. J'espère qu'on vous a fait envie aussi. Petite note sur ton blog quand même, puisque tu as un blog et tu as un projet de voyage, tu en as parlé un peu avant, Oui, ou à partir de janvier 2014 et pour un temps déterminé ou pas? pour un an. Pour un an, Oui. tu vas faire un peu le tour du monde. Tu ne pars pas seul, si j'ai bien compris. Non, on part à 2 avec Michel. Voilà, salut Michel, on t'embrasse. Il est pas là pour l'instant. Mais il nous écoutera plus tard, on l'embrasse quand même, c'est pas grave. Il nous écoutera. Et alors, qu'est-ce que c'est votre but justement? Tu as parlé que le service volontaire t'avait un peu influencé. Alors, est-ce que tu vas faire un peu du partenariat? Est-ce que tu vas bosser quelque part? Oui, alors cette idée de tour du monde, elle est arrivée très très vite. Ça a vraiment été Michel on devait partir normalement 3 semaines au Canada au mois d'avril. Et puis Michel me dit mais tiens, si au lieu de partir 3 semaines au Canada, on attendait un peu, qu'on économisait, puis qu'on partait plus loin. Hein, t'as des idées derrière la tête. Et si on faisait un tour du monde? Ok, d'accord. Ça a plus ou moins donné ça. Mais après sont venues toutes les réflexions, parce qu'on voulait pas partir pour partir, on voulait pas juste visiter, on voulait pas voir 50 pays les uns après les autres et faire des sauts comme ça d'un pays à l'autre. Mais on voulait vraiment construire quelque chose là autour, et donc les réflexions sont venues, les envies, les projets qu'on avait toujours eu en tête et qu'on n'avait pas encore réalisé, puis là c'était l'occasion de les mettre en place. Et donc est sorti ce projet qui s'appelle Du Monde au Tournant, dont le fil rouge est la rencontre. C'est venu assez naturellement, sachant que on est tous les deux coach surfeurs, qu'on a monté une maison communautaire ici à Bruxelles et qu'on est passionné par l'humain, par les histoires de l'humain. Et donc autour de ce fil rouge de la rencontre, on va développer 3 axes de projet. Un projet à visée solidaire, c'est-à-dire qu'on va aller faire du volontariat dans différents pays, donc des missions de volontariat sur des projets à voir. Là, c'est pas encore tout à fait, pour l'instant, pas encore fixé. On a quelques contacts avec des associations, mais c'est pas encore complètement défini. Un projet multimédia. Donc, on est tous les deux diplômés en communication. L'un en communication des institutions, l'autre en communication numérique. Et donc, on avait envie d'utiliser le média, d'utiliser les médias pour parler de ce voyage. Donc, tant la photo que découvrir la vidéo, qui est quelque chose qu'on n'a pas fait ni l'un ni l'autre, que l'écrit ou aussi que le son. Il y a dans le son, enfin moi j'adore le son. Il y a pas mal de choses à faire et ouais, on pourra en discuter hors antenne, mais il y a pas mal de choses à faire, ça peut être intéressant. D'ailleurs, de toute façon, tu pars début 2014, donc je suppose qu'il y a encore un peu de temps pour retrouver ces associations. Peut-être si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des contacts d'associations justement, qui chercheraient des volontaires de temps à autre, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec Julie. De toute façon, dans les notes de l'émission, vous aurez son mail et son Twitter et son Facebook et tout ce qu'il faut. N'hésitez pas aussi, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, ils ont l'air gentils, donc prenez-les, ils feront tout ce que vous voulez. Peut-être pas tout, mais Ah on est volontaire ou on l'est pas, hein. Si tu commences à choisir, t'es plus volontaire. Non, pour rire, mais effectivement, je pense que ça peut être intéressant. Il y a effectivement pas mal de choses à faire. Et au niveau de la communication, il y a énormément de choses à faire. On en discutait. Il y a beaucoup d'associations qui font aucune communication et qui ont du coup ont beaucoup de mal à avancer, et on vit à l'ère d'internet, et avoir un site web, faire de la communication comme ça, c'est important, et dans certains pays c'est vraiment pas du tout connu. D'ailleurs, on suivra tes aventures avec impatience, vu que le premier pays que tu vas visiter c'est le Bénin. oui. On en avait parlé dans le podcast sur le Bénin, puisqu'avec ma sœur on y a passé pas mal de temps. On se réjouit de savoir ce que tu vas faire là-bas, et on te donnera peut-être quelques adresses sympas dans un excellent restaurant près de la côte. On te racontera ça. Ah ouais, voilà, avec plaisir. C'est vraiment cool. Une dernière chose à dire, peut-être sur vos projets, quelque chose qu'on peut faire pour vous donner un coup de main éventuellement? Alors déjà, il y a un 3e axe de projet. Ah dis donc, et attends, ton truc c'est encore plus compliqué que le truc de la Commission européenne bientôt. Non, c'est facile en fait. Ça va nous demander un peu de travail, mais on est ambitieux.
Non, on a un projet pédagogique aussi. Donc là, on est en contact avec une école en Belgique qui va nous suivre pendant tout le voyage, donc des classes d'enfants entre 10 et 12 ans. Et puis le principe, c'est qu'on va les rencontrer avant de partir, faire quelques activités avec eux, puis qu'ils nous suivront pendant ce voyage, qu'on aura des contacts réguliers par email, par Skype quand c'est possible, avec ces enfants qui pourront nous poser leurs questions, etc. Puis c'est un soutien pour les profs pour étudier la géographie, l'histoire, l'utilisation des nouvelles technologies, faire des dessins, des poèmes et que sais-je. Et puis les revoir au retour aussi pour leur faire le bilan de cette année de ce projet. Et on est très intéressés par cette idée et par ce partage avec les enfants. Puis on veut aussi aller à la rencontre des écoles là-bas, donc faire des vidéos dans les écoles, puis présenter qui on est, présenter notre projet et montrer à chacun d'autres réalités, que ce soit par là montrer les réalités belges et par ici montrer les réalités d'ailleurs. Alors un conseil, commence pas à leur expliquer le problème entre les Flamands et les Français, ça va pas les intéresser. Non mais c'est génial, ça va faire plein de petits globetrotters belges d'ici quelques années, c'est excellent, c'est vraiment bien. Alors, ça fait partie d'éducation aussi, justement, de l'ouverture au monde, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Ok, super. Donc je suppose qu'on a dit pas mal de choses. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de rentrer en contact avec nous. C'est ça qui est cool dans le web finalement, c'est qu'on va vous répondre très facilement et très gentiment et sans vous demander d'argent en plus, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à passer sur autournant.org qui est votre site internet. Tout à fait. Et puis on se souhaite à la prochaine fois. Je sais pas quand ce sera, mais ce sera le plus vite possible, on espère. À la prochaine fois pour te raconter toutes nos nouvelles aventures. Super. Allez, à ciao. Ciao. Je mangerai quelque chose de froid, ce que vous trouverez. De toute façon, ici, tout est bon. Qu'est-ce que vous désirez? Quelque chose de léger. Ah, alors nous avons de la viande, un beau beefsteak bien gras, ou de l'épaule d'agneau, des rognons frits, ou du foie de génisse pané. Sinon, il y a du poisson. Poisson. Bien, alors, nous avons du turbo gras au lardon, de la morue marinée au grand marnier et farcie au saucisson d'âne. Sinon, du saumon pas gras du tout. Et... Oui, un saumon. Garniture? Ah, il y a aussi de la garniture? Certainement. Champignons mijotés au four et frits, refrits, ou pommes de terre en purée, assaisonnées de beurre de Nancy, crème fraîche et mozzarella. Vous n'auriez pas une bonne petite salade légère, très légère, sinon ça ira. Une salade très légère? C'est dommage parce que les champignons frits et refrits sont vraiment exceptionnels. Alors je récapitule. Salade légère, saumon pas gras du tout et un petit verre de vin blanc. Parfait. Le plus vite possible, s'il vous plaît. Je ferai de mon mieux. Et merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on aura su vous intéresser au service volontaire européen. Comme on l'a dit, je l'ai jamais fait. Julie l'a fait, elle a vraiment un très très bon retour sur la chose. N'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans la cible. Ça peut vraiment être un bon moyen de découvrir d'autres pays en Europe et puis de le faire sans dépenser trop d'argent. Comme d'habitude, il y avait des bandes son de films en début et fin du podcast. La première bande son vient du film Jumper, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est sympa. C'est vraiment mon rêve. Le gars arrive à se téléporter où il veut et quand il le veut. Ça serait vraiment un truc super pratique pour voyager. Le second film, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est La vie est belle, avec Roberto Benigni, qui est un film vraiment que j'aime énormément, qui est très très bien fait, que je trouve extrêmement triste à la fin, mais qui est tellement beau que je le regarde volontiers, même si je dois vous avouer que j'arrête à peu près à la moitié quand ça commence à venir un peu moins sympa. J'aime beaucoup, c'est un film qui a beaucoup d'énergie, il est très très bon. Bref, filez le regarder si par hasard vous l'avez pas regardé. Et ces deux films, bien sûr, se trouvent sur Voyagecast car les deux ont été tournés en Italie. Jumper a d'ailleurs été tourné à Rome avec quelques jolies petites prises de vue assez sympathiques. Au niveau du blog, eh bien, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a eu quelques petites modifications ce week-end. J'ai pas mal travaillé pour essayer de refaire un peu le design du site, pour avoir un truc un peu plus clair, un peu plus organisé, un peu plus propre. Moi, personnellement, j'aime bien. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi s'il y a des choses qui marchent pas. C'est encore possible. Je suis pas informaticien et je suis pas sûr d'avoir fouillé dans le code assez profond pour être certain que tout fonctionne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter l'émission, que ce soit sur le blog directement de Julie au tournant,
ou alors dans les notes de l'émission sur Voyagecast. N'hésitez pas, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à savoir si vous avez apprécié ou non ce dont on a parlé, si on a été assez profond, pas assez, ou si on a oublié quelques petits détails éventuellement. N'oubliez pas non plus, et je vais pas vous saouler avec ça plus longtemps que ça, mais allez vous abonner à Voyagecast sur iTunes, ça me sert vraiment, c'est vraiment très pratique. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, etc. Bref, si ça vous fait plaisir, partagez-le, c'est pour ça que le web est créé et ça m'aide accessoirement à être un peu plus connu. Le prochain podcast vient déjà dans 2 semaines. C'est un podcast où nous avons parlé d'Argentine avec un contact directement en Argentine à Buenos Aires. C'est vraiment très complet comme podcast. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Pour la suite, je pense qu'on a été assez long. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. En attendant, voyagez. J'espère que le printemps arrivera bientôt chez nous parce qu'il fait encore très froid. Et puis, je vous dis à ciao, bonsoir.